une petite présentation rapide de l'Institut d'où je viens. Je viens du Jardin botanique de Montréal ou de l'Institut de recherche en biologie végétale. Cet institut-là est au Jardin botanique depuis les années 30, quand Marie-Victorin a créé le jardin. Il a créé ce qu'il appelait l'Institut botanique. Mais on l'a rebaptisé en 1990 Institut de recherche en biologie végétale. Et elle n'a pas cessé de progresser depuis. Ça va être quoi la touche pour changer? Là? Ça va être ça. Il y a une vingtaine de chercheurs actuellement qui sont là, qui sont partagés entre des gens qui sont des universitaires, puis des gens qui sont des botanistes payés par la Ville de Montréal au Jardin botanique. Mais l'ensemble de ces chercheurs-là, ça fait une vingtaine, touchent toutes sortes d'aspects de la biologie végétale. Les profs de l'Université de Montréal qui enseignent la biologie végétale ont leur bureau là. Les labos sont là, les étudiants vont là. C'est une institution qui, je pense, serait difficile à refaire aujourd'hui, mais c'est un très, très bel héritage. Et moi, j'ai fait partie de l'équipe pendant 30 ans, de manière très heureuse. Je vous souhaite tous d'avoir une bonne job comme ça. Voilà, donc vite, là, je n'ai pas l'habitude de faire des résumés, mais on va regarder pourquoi on fait de l'agroforesterie, puis qu'est-ce que c'est. On va regarder un peu, je vais faire un pot pourri un peu de travaux, de connaissances qui sont sortis, surtout au Québec, ou dans les forêts, pas dans les forêts, dans les milieux tempérés de la planète. Puis comment on fait l'agroforesterie? On va parler de certains modèles, du choix des arbres, puis un petit peu d'implantation et d'entretien. Je ne savais pas à qui je m'adressais tout à fait. Quand c'est des conseillers forestiers, je pense que conseillers agricoles, je pense que la question de l'implantation est déjà assez maîtrisée, donc j'en ai pas mis beaucoup là-dessus. Alors, pourquoi l'agroforesterie? L'agriculture au Québec, elle se fait évidemment dans le sud, beaucoup dans la vallée du Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent, c'était un lieu autrefois où on avait des communautés forestières. Le Québec, il reçoit 1200 mm d'eau par année. C'est un pays d'arbres, de forêts. Si on laisse aller, si on partait demain, là, je veux dire, là, on redeviendrait des forêts. On a transformé les forêts, puis on a transformé beaucoup de milieux humides en agriculture, évidemment, avec un certain nombre de problèmes que ça pose, là, évidemment. Et quelle agriculture on fait? Là, j'aime beaucoup ça, moi. On regarde le maïs et le soya produits au Québec. On a des nombres d'hectares qui sont installés. Puis en Montérégie, qu'est-ce qu'on fait en maïs et en soya? On produit 53 du maïs du Québec, puis 44 du soya du Québec. Puis si j'ajoute le centre du Québec, là, qui est un petit peu vers Nicolette, là on est rendu presque 70 du maïs et 60 du soya qui sont faits dans ces secteurs sud où autrefois c'était de la forêt. Alors, transformer des lieux comme ça en milieu agricole qui ressemblent davantage à des prairies, aux prairies de l'Ouest canadienne, ça pose un certain nombre de problèmes de ruissellement, d'absorption des précipitations qu'on reçoit, qui ne sont pas celles des prairies où il y a plutôt 400, 500, 600 mm d'eau qui tombent. Donc, on a des enjeux qui sont liés à ça, puis on a une pratique, évidemment, agricole on peut peut-être critiquer. Là, un jour, il faudra bien manger moins de viande, puis il faudra probablement manger moins de produits transformés, puis il faudra probablement exporter moins de viande, puisque le maïs qu'on fait, là, ça a souvent à ça. Le sucre qui est produit avec le maïs, l'éthanol qui est produit avec le maïs. Donc, oui, on va essayer d'atténuer ce qu'on fait en agriculture, mais peut-être que dans 20-30 ans, je souhaite qu'on ait une plus grande diversification, que ce qu'on fait est plus directement pour nous nourrir directement. Donc, ça fait que la couverture forestière qu'on a, là, je donne l'exemple de la Montérégie, la couverture forestière, on voit là, que la plupart des MRC là, sont en bas de 10 de couverture forestière, ce qui n'est pas beaucoup. N'est-ce pas quand on dit qu'idéalement, ça devrait être 30 Une chance qu'on a le Brome-Missisquoi puis le Haut-Saint-Laurent, mais sinon, beaucoup de ces lieux-là sont évidemment des lieux agricoles. Et les forêts qui sont résiduelles, bien, si on va dans les régions les plus boisées, là, Acton, Brome-Missisquoi, Haut-Saint-Laurent, on est allé voir les forêts, bien, beaucoup sont jeunes, puis quand on regarde à l'intérieur de ces forêts-là, bien, la forêt, elle est du bouleau gris, du peuplier trémuloïdèse, d'érable rouge, puis même la régénération en dessous est encore d'espèce de début de succession. Il y a un petit peu d'érable à sucre qui nous sauve, là, mais donc il y a beaucoup de ces forêts-là qui ont été perturbées plusieurs fois, qui ont déjà servi à l'agriculture à l'époque où on était en mesure de cultiver des lieux plus pauvres, plus rocheux. Maintenant, on les a abandonnés, puis on a donc des forêts résiduelles qui sont ordinaires. Malgré tout,
La Montérégie recèle encore, c'est peut-être pas tout à fait à jour ça, mais quand même, recèle encore des forêts, beaucoup de forêts refuges, des espèces rares, puis des écosystèmes anciens aussi. Donc, on peut imaginer ce que c'était il y a 300 ans, là, mais on n'en est plus là, on est d'accord. Mais pour dire que malgré tout, en Montérégie, avec la diversité des sols qu'on a, puis des habitats que ça crée, on a encore une richesse de milieux ou des joyaux, en fait, uniques et particuliers. Pour nous décourager encore un peu, le World Wildlife Fund nous montre un peu les déclins de biodiversité sur différents continents. On a les Amériques ici, et l'Europe, il y a un petit regain ici, peut-être par des mesures plus particulières en Europe, mais il y a un déclin de la biodiversité vu la transformation des écosystèmes. Donc, dans un premier message, je dirais que les forêts qui restent, ce serait le fun qui reste, qu'on les conserve. Qu'on puisse même parfois y conduire des interventions d'enrichissement pour leur donner un plus grand potentiel pour le futur, parce que la régénération est souvent déficiente. Puis, ben, moi, on propose aussi qu'en milieu agricole, l'arbre revienne de manière stratégique dans ce domaine-là qu'est l'agroforesterie. Ouais, ça c'est... en fait, l'agroforesterie pourra nous aider probablement vu les changements climatiques qui s'en viennent, avec des étiages plus importants en été, avec des déficits en eau, avec des crues, surtout ça, là, des événements plus intenses au cours de l'été où il y aura des grands coups de précipitation et des longues périodes sans eau. Est-ce que l'agroforesterie peut nous aider dans ça? Rétablir l'arbre dans l'espace agricole, ben, on peut le faire pour des fonctions écologiques, là, évidemment, les haies, les haies brise-vent ou les haies de protection des cultures, les bandes riveraines, puis des systèmes forestiers intercalaires dont on va parler plus en détail tantôt, sont possibles. Puis on pourrait envisager des plantations strictes dans certains secteurs agricoles. Là, on parle des coulées agricoles qui sont de plus en plus convoitées pour les boisés, pour de la conservation. Donc ça, c'est tous des gestes intéressants pour rétablir l'arbre dans l'espace agricole pour des fonctions écologiques, mais je dirais que pour des fonctions de production aussi. Ce bois-là qu'on met en place pourrait un jour quand même, qui sait, dans 50 ans, ce sera quoi la demande en bois? On voudra garder plus d'écosystèmes naturels, je pense. On voudra peut-être aller moins puiser dans la forêt. Donc peut-être que ces bois-là auront une certaine... Aujourd'hui, c'est encore contestable sur le plan financier, là. Si on prend des bois aujourd'hui puis on s'en va sur le marché, si on calcule les investissements qu'on a dû rendre là-dessus, on ne retrouve pas pleinement notre investissement, mais on va se consoler parce qu'il y a des impacts environnementaux positifs intéressants. Mais si on pense qu'on va faire beaucoup d'argent avec ça aujourd'hui, non, mais qui sait dans 50 ans ce que ce sera, c'est difficile à dire. Alors, c'est quoi l'agroforesterie? Parce qu'il semble y avoir un petit peu de confusion quand même dans ça. Le CRAAC, le Comité agroforesterie du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, en a fait une. L'agroforesterie, c'est un système intégré qui repose sur une association intentionnelle d'arbres et d'arbustes à des cultures ou à des élevages et dont l'interaction permet de générer des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Donc, les produits forestiers non ligneux, ça ne rentre pas là-dedans. La sériculture, ça ne rentre pas là-dedans non plus. Donc, moi, je veux pas être, comment dire, trop strict là-dessus, mais si on veut s'accorder un peu mondialement, il y a une définition internationale qui existe, qui a été produite déjà il y a plusieurs années par le World Agroforestry Center. On dit que c'est un système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègre des arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural et permet de diversifier et de maintenir la production afin d'améliorer les conditions sociales, économiques, environnementales de l'ensemble des utilisateurs de la terre. Donc, la définition que j'ai montrée tantôt, qui est plutôt québécoise, là, elle colle à ça très bien, là. Là non plus, c'est pas des PFNL. J'ai rien contre les PFNL. Je sais juste que quand on parle d'agroforesterie, on s'entend. Les Américains, dont on ne parle pas trop positivement de ce temps-là, mais ils ont quand même un cadre stratégique de développement de l'agroforesterie, puis ils s'en tiennent à dire qu'il y a 5 principaux systèmes
Donc, les haies brise-vent, les bandes riveraines, le sylvopastoralisme avec des animaux, l'agroforesterie intercalaire, là, qui sont des cultures en allée. Puis, ils ajoutent évidemment les plantations sous couvert, là, qui peuvent être des plantes médicinales ou des plantes d'alimentation comme l'ail des bois. Mais je dirais que ça colle souvent un petit peu moins à la définition stricte, parce que souvent la forêt, elle est là, on la pousse pas. On plante de l'ail sous le couvert, mais il n'y a pas il y a pas une activité combinée de production intentionnelle de bois et de culture. C'est un détail. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ce type d'agroforesterie-là. Les Français aussi disent que l'agroforesterie, c'est la possession des terres avec une association d'arbres et de culture. Je veux juste centrer notre définition là, avec tout ça. Les Français, maintenant, ils ont regroupé plusieurs associations d'agroforesterie dans ce qu'ils appellent maintenant le réseau Haies France. Donc, la haie devient le point commun là, de tous les systèmes agroforestiers qui peut exister. Et plutôt que de se chicaner, là, il y en a que c'est des arbres champêtres, il y en a que c'était les haies, il y en a que c'était la culture intercalaire. Maintenant, ils se sont entendus pour dire que c'était le réseau haies. Puis ils ont une bonne structure. Moi, je reçois beaucoup de liens web de ce réseau-là. Il y a beaucoup d'événements. Ils font beaucoup de pression politique. Il y a une nouvelle politique française là, qui appuie encore davantage de l'agroforesterie. Je dirais étonnamment qu'ils ont des politiques beaucoup plus avancées que les nôtres, mais sur le terrain, c'est pas si sûr que c'est encore hyper actif, là. Ils ont encore des pertes de haies. Ils ont un historique de haies très grand, là. Autrefois, la France était plus couverte, plus bocagée, et ils ont, comme nous, éliminé beaucoup de haies pour faire des grandes cultures. Donc, ils essaient de reconstruire ça. Donc, des haies de protection des cours d'eau, des haies de protection des cultures qui peuvent être des brise-vents. Mais voyez-vous, on essaie de changer la terminologie parce que la haie de protection des cultures, ce n'est pas juste un brise-vent. On reconnaît maintenant qu'il y a beaucoup d'autres fonctions que le brise-vent, mais on peut bien l'appeler le brise-vent, là, mais il y a d'autres fonctions. Puis l'agroforesterie intercalaire, où là, on en reparlera plus en détail, où c'est des haies largement. Le sylvopastoralisme, des animaux et des arbres, hein, pour créer de l'ombrage, pour améliorer la température. Puis on a des moutons ici, très beaux quand même, avec des arbres un peu plus gros. On s'attend de l'agroforesterie à ce qu'on accroît l'efficacité du cycle nutritif. C'est sûr que si on a des arbres et des cultures, si on regarde le système biologique, là, on a des organismes différents qui ont des besoins différents, ce qui fait qu'ils optimisent l'utilisation des ressources aussi. Ils ne prennent pas toutes la même chose. Donc, on accroît l'efficacité. On améliorerait la structure du sol, ce qui permettrait de conserver davantage d'eau et d'éléments nutritifs avec une bonne structure de sol. On améliorerait le statut hydrique. Ça reste à voir, ça dépend des contextes. L'ombragement peut être utile, mais évidemment à une certaine limite. Puis on sait il a été démontré que des arbres peuvent prendre, quand c'est sec en surface, il y a de l'eau plus profonde qui peut être remontée par l'arbre en surface pendant la nuit. Réduction des pertes, parce qu'on pense que la diversité, la présence des haies peut favoriser des parasitoïdes, des insectes favorables. Voilà. C'est un schéma simple, là, mais on a un bout les systèmes naturels, les écosystèmes naturels, puis quand on fait de la foresterie de monoculture ou de l'agriculture de monoculture, ben là, il y a une tendance aujourd'hui à tenter de mimer, d'aller vers de ce que sont les systèmes naturels. Puis pour la foresterie, c'est d'ajouter beaucoup d'espèces, d'enrichir des forêts, mais pour la monoculture, c'est de tendre vers, évidemment, le mélange d'espèces lorsqu'on produit en agriculture. Donc, des effets. Là, je vais rentrer dans mon pot pourri de résultats de toutes sortes d'années, de toutes sortes de sites, parfois positifs, parfois moins positifs, parfois moins clairs, mais je les lance. Dans une culture intercalaire assez jeune, de 8 ans, où on avait du soya et des arbres, et une terre voisine juste à côté où il y avait le soya aussi, sans arbres. On constatait qu'il y avait plus de carbone organique du sol dans l'intercalaire, donc présence d'arbres, et plus d'azote. Donc, on a attribué ça aux litières qui sont retournées
vers la culture. Des litières qui sont plus récalcitrantes, des feuilles d'arbres comme ça, qui permettent de rehausser le contenu en carbone des sols, hein. C'est une recherche, tout le monde focus là-dessus de ce temps-là pour tenter de capter le carbone, puis surtout de le garder dans les sols. Donc, ici, il y avait comme déjà une indication qu'avec une présence d'arbres, on arrivait à conserver du carbone des sols. Dans un autre site, encore là, on mesure le carbone du sol. On est sur un autre site, on est à Saint-Télesphore, avec des arbres aussi, une culture intercalaire, où on a un contrôle. Ici, on mesure le carbone dans une place où il n'y a pas d'arbres. Puis là, on regarde à 0 mètre, 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres, 20 mètres du rang d'arbre, parce que les rangs d'arbres sont espacés de 40 mètres. Puis, ben, statistiquement, il n'y a rien. Puis, il y a même un peu moins de carbone sous l'arbre, qui est sur un paillis de plastique. Probablement qu'il y a... De toute façon, les racines fines ne sont plus là, là. Les racines fines qui, elles, pourraient apporter du carbone. Les litières qui se déposent là-dessus, ils ne sont pas en contact avec le sol. Donc, ça c'est assez normal. Mais ici, on a l'air d'avoir une petite tendance peut-être ici, là, mais rien de statistique. Donc, tantôt, dans l'expérience précédente, oui, on rehaussait le carbone. Ici, pas. Certains disent que ça prend plus que 10 ans pour le rehausser, mais c'est une recherche que tout le monde fait, là, tenter de rehausser le carbone des sols. C'est un peu aussi lié à la matière organique qui sont présentes. Maintenant, on dit que les arbres peuvent avoir des racines pas tant profondes, mais un petit peu sous les cultures, et puis qui peuvent trapper des éléments nutritifs qui seraient échappés par la culture, dont les nitrates, qui sont un peu plus dommageables dans les eaux souterraines. Donc, on a fait une expérience où on a passé une tranchée, on a tranché les racines jusqu'à 1 mètre de profond, à 75 cm de distance de l'arbre. On a mis un paillis de plastique pour pas que les racines puissent poursuivre leur route. Puis il y a des sections où on n'a pas fait ça. Puis là, on a mis des instruments, des lysimètres, qui descendent jusqu'à 70 cm de profondeur, puis on cueille les nitrates au fil du temps, selon qu'il y a des racines, selon qu'il n'y a pas de racines. Et là, on voit qu'on a échantillonné à plusieurs périodes. Et puis, là où j'ai des flèches, c'est des niveaux de nitrate qui sont toujours inférieurs, ici, beaucoup à l'automne, sous les zones où il y a des racines. Donc, quand il y a moins de racines, quand il n'y a pas de racines d'arbres, il y a plus de nitrate qui percolent et qui descendent. Donc, il y aurait très potentiellement un réel effet de filet racinaire qui est possible en présence d'arbres. Maintenant, ça ne couvre pas l'ensemble d'un champ. Si on a une haie brise-vent, on est en bordure du champ, l'action ne va pas se poursuivre très, très loin. Donc, ici, c'est justement pas une haie brise-vent, c'est un système intercalaire, mais quand même espacé de 40 mètres, où on check encore les... On analyse encore les nitrates, et puis on a encore un contrôle ici qui est sans arbre. Et puis, on a moins de nitrate à proximité, à 4 mètres, mais après ça, on n'a plus de différence. Donc, ça semble être, je ne sais pas jusqu'où ça va, là. Peut-être que ça peut aller jusqu'à 6 mètres d'effet de nitrate, mais on voit que c'est limité. Mais oui, il y a un effet où on peut capter des éléments qui seraient perdus. Donc, ils sont captés par les racines. Ça veut dire probablement qu'ils retournent à l'arbre. Ça veut dire que probablement ils réalimentent soit des racines à grandir, soit des feuilles à grossir. Puis il y a des racines qui vont mourir, qui vont laisser encore des éléments nutritifs là, mais il y a des feuilles qui vont revenir, qui vont retourner aussi une partie de l'azote qui aurait pu être perdue à ce moment-là. Donc, l'efficience nutritive là, que je mentionnais tantôt, ça fait partie d'un de ces processus. Des émissions d'oxyde d'azote, c'est assez dommageable. C'est un gaz à effet de serre qui est plus important même que le CO2. Et puis, ça se produit souvent en agriculture, je pense, quand on utilise surtout des fertilisants de synthèse et surtout quand il y a un peu de stagnation d'eau. Donc, là, ici, on a une monoculture de soya. On a un système expérimental où on a des zones sans arbres et des zones avec arbres. Puis, quand il n'y a pas d'arbres, on avait des émissions de NO2, puis quand il y avait des arbres à 1 mètre, à 4 mètres et à 7 mètres de ces arbres-là, on en avait moins, significativement moins. On pense qu'eux, ils réduisent les moments où l'eau stagne. C'est-à-dire que s'il y a une bonne précipitation, les arbres vont consommer de l'eau, c'est évident.
Puis ils vont faire que, je ne dis pas qu'ils vont toujours en consommer de manière excessive pour la culture, mais parfois oui. Parfois ça se pourrait. Ça dépend des déficits en eau qu'il peut y avoir. Mais généralement, ils vont atténuer les moments où l'eau va stagner un petit peu trop longtemps. Puis ça va permettre de limiter les émissions d'oxyde d'azote dans le cas où on utilise des fertilisants de synthèse. D'autres effets, mais ça c'est une vérité un peu de la palisse, là. Des bandes riveraines qui sont composées seulement d'herbacées, bien évidemment, ils contiennent moins de carbone de carbone séquestré que quand on a des arbres. Évidemment, dans les arbres et dans les racines et dans les troncs et dans les tiges, on a beaucoup de carbone. Donc, comme l'intérêt est carbone, on veut juste souligner qu'il y a pas mal d'avantages à faire ça. Puis le captage des éléments nutritifs aussi, c'est encore des haies bandes riveraines aussi. Les herbacées, on dose qu'est-ce qu'ils sont capables de capter en phosphore et en azote. Puis évidemment, il y a beaucoup de phosphore et d'azote qui sont consommés par les arbres, qui sont trappés par les arbres dans une bande riveraine qui serait plutôt composée d'arbres et d'arbustes et d'herbacées, plutôt que seulement des herbacées. Donc, avantage là aussi. L'infiltration de l'eau. L'infiltration de l'eau dans le sol, c'est important parce qu'on veut que, par exemple, à l'automne, on veut recharger les nappes. Un sol qui est bien aéré, qui a une bonne porosité, va faire que l'eau va pénétrer davantage. Donc là, ici, on a une expérience où on a des arbres, ici, contigus à une parcelle de plantes fourragères. Puis encore là, on fait un trou en surface, puis on verse de l'eau, puis on regarde le temps que ça prend pour que l'eau pénètre. Et là où il y a des arbres, on est à 1 mètre du champ ou à 5 mètres. Puis dans le champ, on est à 1 ou 5. On voit que la vitesse d'écoulement de l'eau dans la zone arborée à 1 et à 5 mètres est beaucoup plus élevée qu'en zone pâturée. Puis dans la zone pâturée, ben, même celle à 1 mètre ici, elle est plus rapide. Même à 1 mètre ici, elle est plus rapide que celle-là parce qu'il y a probablement un effet des racines. Les arbres ont 7 ans dans le cas de cette expérience-là, ce qui n'est pas très vieux. On peut penser que plus vieux, ça amènerait plus. Donc, ça veut dire qu'au pied d'un brise-vent, par exemple, on va avoir plus de pénétration, plus d'infiltration. Puis ça, c'est dû à la macroporosité qui est améliorée par les racines. Les racines percent le sol. Il y en a qui tombent en sénescence, hein, parce que ça meurt aussi, des racines. Ça laisse des ouvertures. Donc, ça aère le sol, puis ça donne des corridors de pénétration de l'eau dans le sol, plus que quand il n'y a pas d'arbre. Celle-là était un peu compliquée, là, puis elle était un petit peu tirée par les cheveux, mais c'est une belle expérience d'exclusion de la pluie. On essaie de voir si, quand on a des arbres dans un système, puis qu'on a des déficits en eau, par exemple, parce qu'il y a un peu moins de précipitations, est-ce que le fait qu'on soit proche d'une rangée d'arbres, ça va aider ou pas aider? Donc là, la personne, ici, il y en a, puis il y a des gouttières qui sont là pour évacuer l'eau à un bout, puis on va échantillonner dans le soya qui est là pour voir ses rendements à différentes distances des arbres. En 2018, puis là, on voit ici qu'on laisse l'eau arriver ou on l'enlève. On laisse l'eau arriver, puis on l'enlève. En 2018, c'était particulièrement chaud et sec. Donc, il est arrivé que l'exclusion de la pluie, ça a fait quand même qu'on avait une réduction des rendements. Mais pas tellement dans le contrôle, c'est surprenant, mais dans le contrôle, il n'y a pas d'arbres ici. On dirait qu'il y en a plus, mais bon, c'est pas significatif. Mais ce qui nous a surpris, c'est que si on ne regarde pas l'exclusion de la pluie, puis qu'on regarde les données normales, à 12 mètres puis à 20 mètres, même si ce n'est pas tout à fait significatif, là, on a l'air d'avoir des meilleurs rendements quand même que dans le contrôle ici. Ce n'est pas tout à fait significatif. Fait que je ne devrais même pas en parler, mais ça nous titille. On se dit que là, il y a peut-être un avantage parce qu'après, en 2019, c'est redevenu une saison normale. Puis là, on n'a plus ça. On n'a plus ça ici. On a ça. Donc là, dans des situations... Parce que plusieurs avancent cette hypothèse-là, que la présence d'arbres en agroforesterie pour les systèmes agricoles va être davantage avantageuse dans des situations de stress extrême. Ça voudrait dire ça qu'au cours du temps, quand tout est bien, la productivité
est un peu moindre que si on n'a pas d'arbres. Mais quand ça va pas bien, elle se maintiendrait un peu mieux. Ce qui fait que si on a beaucoup d'événements extrêmes, puis qu'on se maintient toujours un petit peu mieux que là, peut-être que le grand bilan va être que ça va être positif ou peu de pertes, avec toutes sortes d'autres avantages. Parce que là, on parle du rendement, puis du rendement, mais on ne parle pas de la biodiversité, puis on ne parle pas de la qualité du paysage, puis on ne parle pas des contaminants, puis on parle juste des rendements. Donc, il y a peut-être un petit espoir. Des vers de terre en Ontario, à Guelph, des collègues ont regardé les vers de terre dans des cultures intercalaires, encore là, des arbres et des cultures, ou pas d'arbres. Donc ici, pas d'arbres, du maïs. Ici, du maïs et des frênes, du maïs et des érables, des maïs et des peupliers. Ça, c'est le nombre de vers de terre au mètre carré qui ont compté, tu sais. Je n'étais pas là, il faut que je les croie, là, mais c'était au printemps, l'été et à l'automne. Alors que dans le maïs, on avait ça. Ça, c'est la biomasse des vers. Ils ont pesé, là, mais c'est pareil. Donc, c'était assez étonnant de voir quand même que les litières, probablement apportées par les feuilles de peuplier, d'érable et de frêne, ont permis de nourrir et puis de favoriser une population 8 fois plus grande à peu près de vers de terre dans ça. Puis le ver de terre, ben, il y a d'autres bénéfices de sa présence pour les sols, là, dont l'aération et la macroporosité. Des petits points noirs, des petits points blancs. Encore là, on a comparé une monoculture conventionnelle, c'était du soya aussi, avec un système de culture intercalaire où il y a des arbres et des cultures. Puis l'étudiant est allé chercher un paquet d'échantillons de sol. Chaque point, c'est un échantillon de sol. Puis après ça, il est allé voir la composition microbienne de chacun de ces échantillons de sol-là. Puis plus la population microbienne diffère entre deux échantillons, plus les points sont éloignés ici. Plus les populations sont identiques, plus les points sont rapprochés. Donc, dans la monoculture conventionnelle, on a des points qui sont plus rapprochés que dans la culture des systèmes de culture intercalaire. Ça veut dire qu'il y a une plus grande diversité microbienne dans la culture intercalaire. On pense que c'est favorable d'avoir une plus grande diversité microbienne parce qu'il y a des stress qui peuvent en affecter certains et moins d'autres. Et donc, c'est comme la diversité en arbres dans une haie ou c'est comme la diversité en oiseaux dans une forêt. Certains sont plus sensibles à des choses qu'à d'autres. C'est pareil pour les micro-organismes. Ça aussi, c'est une étude du même genre où David Rivet, qui est mon ancien étudiant, mais qui est devenu prof, il a pris des échantillons de sol près d'une haie et une à 50 mètres de la haie. Il a pris ces échantillons de sol-là, il les a amenés en labo, il les a fait sécher pendant 30 jours. Après ça, il s'est mis à les réhydrater. Puis en les réhydratant, 15 jours après, ben ça, c'est très loin de la haie ici, puis ça, c'est proche de la haie. Ça, c'est encore là l'abondance de population microbienne qu'il y avait là-dedans. Donc, il y en avait un peu plus après 15 jours. Puis après 30 jours, il y avait un déclin ici. Puis on continuait à augmenter un peu la population microbienne. Donc, c'est un indice de résilience, c'est un indice que cette diversité-là, qui est plus grande quand les sols sont affectés par la présence des arbres, sont modifiés. En fait, l'habitat qui est là dans le sol est fort varié, fort différent de l'habitat qu'il y a au centre de l'allée en raison de la présence des racines d'arbres. On peut pas imaginer l'ensemble des micro-organismes qui vivent à proximité de ces racines-là. Il y a de la microfaune, de la macrofaune. C'est très, très diversifié et ça l'est plus quand on mélange les espèces. On a d'autres encore à Guelph ont regardé différents insectes, les arthropodes généralement, pour comparer encore là des cultures avec arbres et sans arbres. Et puis avec des cultures arbres, on avait plus de parasitoïdes, qui est une bonne nouvelle parce qu'ils vont s'attaquer, c'est souvent des hyménoptères ou des diptères qui s'attaquent à d'autres insectes, pas aux plantes. Il y avait un petit peu plus de pollinisateurs, beaucoup plus de détritivores, ça c'est encore là, ça doit être lié aux litières, et puis moins d'herbivores. Ça fait le plaisir de l'agriculteur.
des oiseaux sur la rivière Boyer, qui est une assez longue rivière. Les gens ont regardé les zones de cette rivière-là qui sont composées de végétation variée au cours de son cours. Donc, il y a des zones où c'est du pâturage, il y a des animaux qui pâturent. Il y a des zones où c'était herbacé. Il y en a où, même graminéens. Ça, c'est des zones non graminéennes, des, des arbustes bas, des arbustes hauts, puis des zones plus occupées par des arbres. Donc, on voit l'abondance d'oiseaux qui pas mal s'élève au fil du temps, au fil de l'habitat ou de l'accroissement des ligneux puis de leur présence aérienne. Et des espèces en déclin, il y avait une légère hausse ici et là, des espèces en déclin comme le goglu des prés. Puis des espèces qui seraient dommageables aux cultures, ben, il y en avait un peu plus ici, mais comparativement à l'ensemble, ça reste une petite proportion. Mais donc favorable pour nos amis les oiseaux. J'arrive d'un voyage en Équateur où j'ai regardé 451 espèces d'oiseaux, dont 62 espèces de colibris. En brise-vent, à la Pocatière aussi, là, je vous fais un résumé rapide, là, mais de tous les oiseaux qu'ils ont vus, ils ont classé que 98% étaient non nuisibles. Connectivité. Ben, il me semble qu'à Nature Action, on parle souvent de connectivité, hein, je pense. Donc, c'est juste de la théorie un peu là-dessus. Là. Les corridors, ça augmente le mouvement. C'est de la littérature qui soutient ça. Là. Ça augmente le mouvement de la faune. Ça maintient la capacité d'adaptation des populations fragmentées. Ça maintient le lien entre la biodiversité et les fonctions écologiques à l'échelle du paysage. Ça favorise la résilience du paysage malgré les changements climatiques. J'ai trouvé amusant de vous montrer ça. Une équipe qui a mis des caméras là, le long des haies, puis qui a vu le long de plusieurs haies de plusieurs types. Là, on voit la nuit coyote, je pense, renard, raton laveur, chevreuil, utiliser ces lieux-là. Ils ont conclu que plus la haie est longue, plus elle est large, plus il y a une couverture arborescente dense, avec un sous-couvert dense, et moins il y a de perturbations humaines, plus il y a de ça. Je suis pas sûr que ça fait toujours le bonheur des agriculteurs, là. Je comprends ça. Mais en même temps, l'idée d'exclure tout habitat pour exclure tout animal, ça pose aussi toutes sortes d'autres problèmes. Je reviens au rendement. Là. Nous, on a regardé les rendements, on a essayé d'être pointilleux. C'est difficile de bien évaluer les rendements et les effets, surtout que les années changent, les cultures changent, les pratiques de chacun des agriculteurs changent. Mais aux États-Unis, il y a quelqu'un quand même en 2021 qui a fait un recensement de diverses cultures ici, avec des augmentations moyennes de rendement en comparant à un témoin. Ils sont par ordre croissant. Là, fait qu'il y a eu des beaux succès dans le fraise, dans le millet. Un peu moins dans le maïs, là, 8, un peu moins dans le soya, 12. Mais on voit que, bon, encore là, l'effet arbre est assez positif dans ces études-là. Au Québec aussi, des gens en ont fait. On voit les sources ici. Puis, c'est pas toujours complètement positif. On voit des zéros ici, puis on voit un négatif, mais il y en a quand même beaucoup des positifs de rendement dans ces situations-là. Donc là, on parle de brise-vent. Donc là, c'est sûr que le brise-vent, bien, il atténue. Les plantes n'aiment pas trop se faire brasser. Même les arbres, si on abrite un arbre du vent, il va souvent pousser un peu plus vite que celui qui est battu par le vent parce que là, il doit transpirer davantage, puis il doit consommer plus d'eau. Mais donc le vent, entre autres, puis l'atténuation de la température, puis le changement d'humidité relative, tout ça, ça peut être favorable aux cultures. Souvent avec des pertes près du rang, puis avec des plus grands gains loin du rang, qui fait que globalement, on a un effet qui est positif. Puis ça, c'est vieux, mais ça, c'est très vieux, mais c'est l'Ouest canadien, juste pour montrer que dans d'autres systèmes, là où c'est beaucoup plus sec, ils ont aussi vu des effets positifs. Nous, on a regardé aussi, encore toujours à Saint-Télesphore, on n'a pas toujours été là, mais on a été souvent là à Saint-Télesphore, des rendements.
il y avait, en 2016, on y produisait du soya. Donc là, on a un témoin sans arbre. Puis ça, c'est des distances. Ça, c'est le centre de l'allée, comme 40 mètres, donc ça fait 20 mètres. Mais ça, c'est à la distance une demi de la hauteur de l'arbre, à la hauteur de l'arbre, puis entre la hauteur de l'arbre et le centre. Mais peu importe, on voit que le soya ici s'est maintenu assez bien, peu importe la distance comparativement au témoin. Puis en 2017, ce fut du maïs. Et là, malgré que les valeurs sont vraiment hautes, là, quand même, on est à 10-12 tonnes, pareil, partout, il était quand même moindre sur la parcelle, à proximité des arbres, mais assez comparable après par la suite. Puis quand on mettait toute la productivité ensemble, il n'y avait pas d'effet complètement significatif comparativement aux témoins. C'est-à-dire, quand je mettais toutes ces productivités-là ensemble, ça ne sortait pas significativement. En tout cas, s'il y a une perte, elle n'est pas énorme. Mais le maïs, on le sait, il est plus sensible à l'ombragement que d'autres cultures. Ça me fait dire ça, que je ne veux pas oublier de le dire, c'est qu'on n'a pas travaillé souvent génétiquement sur les espèces agricoles à ce qu'elles performent plus quand la lumière est plus réduite. Puis ça pourrait se faire. Puis les Chinois, paraît-il, le font avec le blé. Il faudrait voir, là, mais ils travaillent le blé, eux autres, souvent avec le Paulownia, qui est un arbre à croissance rapide comme le peuplier, même un peu plus rapide que le peuplier. Et donc, ils ont le souci de faire ces deux productions-là parce qu'ils ont besoin du bois et ils ont besoin du blé. Et puis, ils le font ensemble. Et ils travaillent sur des cultivars qui auraient une meilleure performance à des niveaux de lumière un peu plus faibles. Je pense qu'on n'a jamais fait ça pour le maïs, puis on n'a jamais fait ça pour le soya, puis on pourrait probablement le faire parce qu'il y a une plasticité génétique quand même très grande chez les espèces. Donc, je reviens à ce Saint-Télésphore-là. Là, c'était des méchants graphiques, hein, vous allez me dire. Mais on parle de rendement, là, OK? Donc, en 2021, moi, tantôt, je vous ai présenté 2017-2018. Là, en 2021, sur le même site, on est en repos un peu, on est en plante fourragère depuis 3-4 ans. Puis, c'est pas différent. Ça, c'est un témoin, OK? Puis là, on est à 4, 12 et 20 mètres de l'allée, il n'y a pas de différence. En 2022, là, le graphique qui s'agrandit parce que sur ce site-là, il y a des rangs d'arbres qui sont des peupliers feuillus, peupliers feuillus, peupliers feuillus. Puis là, le feuillu, ça peut être chêne rouge, noyer noir, tilleul, aulne. Puis il y a des rangs où c'est 5 arbres pareils, 5 chênes rouges, 5 peupliers, 5 noyers. Donc, on est en mesure, si on va échantillonner près des noyers, de voir l'effet noyer, ou près des chênes, de voir l'effet chêne. Donc, ici, on a l'effet chêne. On est sur les rangs où il y a ça. Puis ici, on est sur des rangs chêne, peupliers. Puis ici, on est sur des rangs où il y a juste des peupliers. Donc, là, on voit que, là, de toute façon, dans tous les cas, à 4 mètres, avec du blé, on n'est pas dedans, là. Je veux dire, on a à 4 mètres une réduction forte de productivité. Après ça, à 12-20 mètres, graduellement, on se replace un peu sur le chêne. Curieux ici, parce que c'est vraiment un plus petit arbre que le peuplier, alors que le peuplier, oui, il y a une descente, mais plus significatif. Puis ici, c'est mieux. Mais bref, oui. On est rendu avec des arbres, des peupliers qui ont 30 cm de diamètre dans ce cas-là. Donc, il est possible qu'ils affectent un peu tout l'ensemble du système. Ça fait 10 ans que les peupliers poussent, puis ils ont 30 cm en moyenne de diamètre. Puis on pensait les récolter autour de 40-45 cm. Il va peut-être falloir le faire avant. Puis ça nous indique que si on intègre des peupliers dans des systèmes agroforestiers, probablement qu'il faut jouer sur des espacements plus grands encore que ce qu'on a fait. Là, on a des peupliers aux 10 mètres avec un feuillu entre les deux. Ça veut dire, oui, ça veut dire quand on va enlever le peuplier, il va y avoir 10 mètres entre deux. Là, on a 5, 5, 5. Bref, structurer des systèmes de culture intercalaire, là, on en est au début un peu, puis on tâtillonne, mais les espacements, on ne tâtillonne pas, mais les espacements sont importants. Encore en Ontario, eux autres aussi, ils montrent un peu la difficulté du maïs ici, là, et qui a sa réduction de productivité en culture intercalaire, donc sensible au maïs. Étonnamment, leur blé, ça va bien. Moi, tantôt, le blé, ça n'allait pas bien, mais probablement que les arbres sont plus petits.
Donc, quand on combine, on souhaite, puis c'est à peu près certain qu'on l'obtient, quand on combine des végétaux comme des arbres et des cultures, on augmente l'efficacité d'utilisation des ressources parce qu'ils ne prennent pas toutes la même chose. Là, certains disent que quand on mélange des arbres et des cultures sur 10 hectares, pour avoir la même productivité quand on les sépare, il faudrait de 11 à 14 hectares. Donc, on voit que là, le système sera plus efficace ici que là. Ça vient, entre autres, d'une étude importante qui a été conduite en Europe avec beaucoup d'arbres, beaucoup de sites en Espagne, en France, en Hollande, qui arrivent à des 1,1 puis à 1,4. C'est ça qui est le 11 et le 14 ici. Donc, il démontrait avec ça qu'il y avait plus d'efficacité. Donc, le système biologique produit plus sur 10 hectares. Mais ça ne va pas donner nécessairement plus d'argent dans les poches du producteur. Parce que ça va dépendre de la valeur des bois. Puis, il va falloir qu'il attende de récolter le fruit de sa plantation 15 ans pour des peupliers, 50 ans pour des feuillus. Donc, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça va être quoi le marché à ce moment-là? Bref, pour dire que biologiquement, ça marche, l'équation marche bien, ça produit plus, mais dire que ça va donner beaucoup de revenus à l'agriculteur, ça reste très hypothétique. Mais il y a d'autres services que ça peut rendre, là, n'est-ce pas? Quelqu'un a fait une étude qui est assez théorique. C'est théorique. Il a pris des chiffres de la littérature. Là. Il a dit, bon, pour un ensemble de production agricole, là, en monoculture, là, il y a un revenu annuel, je ne sais même pas s'il est brut ou clair, là, de 1110 piastres par année, par hectare. Il faudrait que je regarde plus en détail, là, mais enfin, je le connais, lui, là, Alam, puis je connais l'équipe, là, Duprat est là-dedans, Révray est là-dedans, Messier est là-dedans. Ça doit être bien fait. Et puis là, ils ont regardé les revenus agricoles dans un système agroforestier avec des arbres. Oups, et on perd un peu de rendement. Puis après ça, ils ont regardé ce que ça ferait comme revenu si on vendait le bois puis l'agriculture. Oups, on s'élève, mais on n'a pas atteint ça encore. Mais là, ils insistent sur le fait que il y a plein de services qui sont non marchands, qui sont tout ça, minéralisation, qualité de l'eau, qualité... Vous le savez, Duprat, lui, il est spécialiste de la monétisation des services écosystémiques. Donc là, il dit que dans le non-marchand, on a à peu près cette valeur-là. Donc, pour la société, là, si on a ça plus ça, ça nous donne ça, ben c'est gagnant. Donc, c'est vrai que ça ici, faut y penser. Et il y a l'espoir que l'agroforesterie nous aide dans ces services-là. Alors, l'agroforesterie, comment? Je vous invite le plus tôt possible à vous procurer cet excellent guide d'aménagement de système agroforestier qui a été fait de bon cœur par un retraité qui ne voulait pas se retraiter tout de suite. Fait qu'il s'est mis avec 2 collègues très bons, avec beaucoup d'expérience, puis on a écrit un guide, celui-là, qui est disponible au CRAAC. Et il va vous présenter des connaissances actuelles, il va parler des 4 principaux systèmes, il va donner des modèles de disposition, il va faire une grille, il va présenter une grille d'espèces, 56 arbres, 40 arbustes, avec beaucoup de caractères qu'on verra tantôt. Puis il va traiter de la mise en place et de l'entretien. Bon, juste ça mériterait un guide en soi, là. On l'aborde. Mais de toute façon, il y a d'autres affaires aussi qui existent. Il n'y a pas que ça. Donc, je ne savais pas trop. Je me dis, ils vont l'acheter, le guide, c'est sûr. Fait que je n'ai pas besoin de leur présenter. Fait qu'on va aller vite là-dedans. Là. Hein? Ah bon, on l'a déjà. Fait que, on va aller vite là-dedans quand même. Donc, les haies brise-vent pour la protection des cultures et des sols. Mais on présente des modèles différents, là, le caduc. On leur a donné des petits noms pour s'amuser. Dans ce cas-ci, on laisse le bas libre, hein, on veut que la neige passe. Comme ce sont que des feuillus, on propose d'alterner la largeur des cimes. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas tant d'arbres feuillus à faible largeur de cimes. Ici, on ajoute des arbustes, on ferme le bas. Peut-être qu'on peut avoir des petits fruits. Ça, des fois, je doute de ça. Moi, oui, ça fait des petits fruits, mais là non plus, on ne se remplira pas les poches avec ça. Mais on peut manger de la bonne crème glacée à l'aronia.
le mixte, lui, c'est le plus répandu, hein. Il s'en est fait de ça, du feuillu conifère, feuillu conifère, feuillu conifère. Ça prend un peu moins, comme on met moins de feuillus, ben, dans les régions à cervidés, ça coûte un peu moins cher de protection parce qu'on intègre des conifères. Le persistant, là, il n'y a que des conifères quand on veut une protection hivernale très forte, quand on n'est pas trop soucieux de l'accumulation de neige ou qu'on la veut. Puis quand on veut des écrans, par exemple, de dérive, si on est un producteur bio à côté de quelqu'un qui ne l'est pas. En bande riveraine, ben, toutes les haies que je viens de vous montrer pourraient s'installer en bande riveraine. Euh, Évidemment, les bandes riveraines, c'est plus touché, là, c'est variable en fonction des besoins. Il faut garder un accès au cours d'eau. Donc, il y a des choses très simples. Le long d'un cours d'eau, c'est rangé d'arbustes, espacés de 2 mètres, où on intègre des arbres, mais très longuement espacés. Mais je reviens à vous dire que les haies de tantôt valent aussi, mais si on veut moins d'arbres, on peut le faire. On va avoir moins de coûts aussi de protection. On pourrait les mettre aux 8 mètres. On dit qu'on peut planter des arbres de plus gros calibre. Mais ça, c'était dans le cas de petites haies. Évidemment, le guide, on s'est concentré surtout sur les haies en bande riveraine élargie. Parce que c'est la tendance à pousser les gens, s'ils veulent faire des bandes riveraines très efficaces, il vaut mieux les faire en bande riveraine élargie. De toute façon, la bordure du fossé, vous n'êtes pas censé cultiver là-dedans. Donc, si vous laissez aller les choses, il va s'installer des choses. Pas toujours celles qu'on veut, mais il va s'installer des choses. Euh, donc, ici, un modèle à 3 rangées avec des peupliers au centre qu'on devrait retirer éventuellement. Ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le forestier. Conifère au centre, rien à couper. L'arbustif, ici, ben, plus de lumière. Si jamais la culture qui est adjacente a besoin, ben, on n'a pas d'arbre. L'écolo plus, parce que lui, il demande une couverture de 20 mètres. Le 20 mètres étant souvent une largeur qui est dite idéale. En foresterie, d'ailleurs, quand on coupe des massifs forestiers, on n'a pas le droit de s'approcher à 20 mètres d'un cours d'eau. Là, on est supposé laisser. Mais en agriculture, le 20 mètres n'est pas ça. Oui. Autour des bâtiments, ben, regarde, on peut faire une belle barrière ici à 3 rangées tout autour, là, avec des hypothèses qui peuvent être qui peuvent varier selon ce qu'on choisit. On se tient avec la bande extérieure à 30 à 60 mètres sur les vents problématiques. Mais chacune de ces sections-là, ben, on peut peut-être les composer différemment, là, selon le 3 rangées, le 3 rangées, le 2 rangées. On veut notamment le protéger pour baisser les coûts de chauffage, notamment l'hiver. On veut capter la neige parce qu'il y a souvent des chemins autour de ça, donc on voudrait limiter le déneigement. Il y a des études qui montrent que quand c'est bien entouré, les pathogènes circulent moins, se passent moins d'une ferme à l'autre. Les bruits, les poussières aussi. Puis évidemment, des fois, il y a des fermes à cacher que ça fait du bien. Ça dépend des fermes. D'autres formules ici qui sont présentées dans le guide, là, je n'ai rien à dire de particulier, mais de moins en moins d'arbres, là, ici, ça crée de l'ombre seulement. Il y a des gens qui sont plus timides avec la présence des arbres, donc on peut en mettre moins. On n'aura pas les mêmes effets, évidemment. La culture intercalaire, ben, c'est probablement... moi, j'ai déjà dit que l'agroforesterie intercalaire, c'était probablement ce qui représentait le mieux l'agroforesterie. Puis là, ben, après ça, j'ai entendu dire que les brise-vents, c'est pas de l'agroforesterie. Oups, c'est moi qui a créé de la confusion. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est de l'agroforesterie. Mais si la définition de l'agroforesterie, c'est d'associer des cultures et des arbres, c'est sûr que si tu as un rang d'arbres seulement à la périphérie de la culture, par rapport à des arbres qui sont intégrés dans la culture, ben, la relation est beaucoup plus fine avec un système comme celui-là. Puis la définition d'associer des arbres et des cultures, elle est plus vraie là. Mais bon, on fait ce qu'on peut, puis je comprends que c'est beaucoup plus contraignant ceci, beaucoup plus contraignant ceci, mais c'est proposé, puis c'est testé, puis on explore, pourquoi pas. Donc, c'est toujours des haies, mais plus espacées que ce qu'on fait en bande riveraine ou en haie brise-vent. Ils sont répartis sur la parcelle.
Les espacements ici, évidemment, c'est critique. Quand on travaille en grande culture, le récolteur de maïs, là, c'est 30 pieds ou c'est 40 pieds. Fait que c'est des multiples de 30 pieds ou c'est des multiples de 40 pieds. Là, je vous ramène en mètres. Ici, on a, on a proposé 40 mètres, donc c'est 120 pieds. Ça veut dire qu'on peut passer 4 fois une machine de 30 pieds. C'est parfait pour le monsieur. Ça, c'est important de le calibrer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi ses hausses d'arrosage aussi? C'est quoi ses largeurs? Monsieur Villeneuve, chez qui on travaille beaucoup, mais il n'y a pas que lui, là, mais il s'adapte très bien, il aime ça. Tu vois, il sème dans ce sens-là, dans la tournière, parce que ça prend une tournière aussi pour tourner, évidemment. Il sème dans ce sens-là ici, puis dans ce sens-là, là. Il récolte d'abord ça, puis après ça, il récolte ça. Il sème d'abord ça, puis après ça, il sème ça. Donc, il y a un ordre de travail qui n'est pas le même. Je pense que j'ai fait le tour un peu des grands paramètres. Puis, quand c'est né, ça, l'agroforesterie intercalaire en France, et l'agroforesterie, ce n'était que de l'intercalaire. Eux autres, ils étaient mêlés dans la définition aussi. Mais en raison des traditions et des politiques, nos plus anciennes plantations agroforestières expérimentales ont toutes été réalisées avec des densités d'arbres assez élevées de 100 à 400 arbres à l'hectare, ce que nous avons regretté par la suite. Oui, c'est 100 à 400 arbres par hectare dans un endroit où tu veux faire de l'agriculture, c'est comme... c'est comme... oui. Peut-être qu'on aura du blé un jour qui va être capable de pousser là, puis du maïs, mais donc, les Chinois ont fait un dispositif qu'ils ont tenu pendant 13 ans. Il y a même une équipe canadienne qui a travaillé avec eux à l'époque où ça allait bien entre nous et eux. Et puis, ils ont, comme je vous le disais, du Polonia avec du blé. Puis ils ont fait un design là, sur 21 hectares où ils ont répété des sections où il y a 100 arbres ici. Puis là, ici, il y a toujours 5 mètres entre les arbres sur le rang, mais entre les rangs, ça passe de 50, 40, 30, 20, 10, 6. Donc, de plus en plus mince. Donc, on voit bien que le contrôle ici... Ah, puis ils ont récolté les Polonias à 10 ans, à 11 ans ou à 12 ans. Ça ne change pas grand-chose. On n'est pas obligé de s'attarder beaucoup là-dessus. Mais on voit que par rapport aux témoins, à 5 par 50, 5 par 40, 5 30, on est encore dedans, là, puis on dépasse le témoin. Donc, ce sont des... Là, à 5,20, là, ça ne marche plus. Ça marche moins, en fait. Ça ne marche plus. C'est encore pas mal. Puis là, si on récolte à 11 ans, bien, on a encore ça qui est bon. Ici, ici, les arbres grossissent là, à 11 ans. Mais à 10 ans, ils sont prêts à être récoltés, mais on peut accroître la biomasse un peu quand même une année de plus. Mais là, il commence à avoir une contrainte légère, puis un petit peu plus ici. Mais bref, pour dire que là, quand on se tient avec du 30, du 40, mais là, on est dans le blé, mais le maïs a besoin d'un peu plus de lumière, mais on pourrait aller dans le 60 peut-être avec du maïs, ça dépend de la largeur du champ. Puis, ça. Puis il faut orienter idéalement les rangs, il faut qu'un champ soit idéalement orienté nord-sud. Hein, pour que le sud puisse, si le rang est comme ça, ben, il va nous créer beaucoup d'ombre. Il va y avoir au bilan de la journée un peu une luminosité un peu semblable, mais avec des écarts dans la journée trop grands. Quand le soleil est haut et quand le soleil est bas. Bref, nord-sud, ça oblige pas mal à ça. Et on a dans le guide des modèles de culture intercalaire qu'on a appelé le modèle agricole-sylvicole parce que ça, c'est des peupliers avec des feuillus qu'on devra récolter à 15 ans maximum, peut-être même 12, ça dépend de la richesse des sites. Donc, on l'a appelé agricole-sylvicole parce que, oui, il va donner du bois assez vite. Puis après ça, on laisse des arbres à 10, 12 mètres de distance. Là. Pour l'instant, tantôt, je disais que là, quand les peupliers sont à 5 mètres, 5 mètres entre un peuplier et un feuillu, puis peut-être qu'il pourrait être à 8. On a des modèles où on ne pourrait mettre que des feuillus ou des espèces, ou un mélèze, par exemple, là-dedans, là, qui perd ses feuilles, avec une grande diversité. Dans un système comme ça, il ne vaut pas la peine de mettre trop longtemps la même espèce. Parce que si ça va mal pour elle, ça nous fait un trou important, puis ça nous fait un écart de disponibilité de lumière, puis ça nous fait une variation dans la... Fait que c'est mieux de mixer souvent pour que s'il y a un trouble sur une espèce, bien, ça fasse des petits trous plutôt que des grands trous. Je l'ai fait, ça? Ah non, je l'ai pas fait. Modèle sylvicole parce qu'on met une plus haute densité sur le rang pour quelqu'un qui voudrait prendre des petits bois.
chauffer et en même temps choisir les plus beaux, garder les plus beaux. C'est sûr que ça va donner l'enjeu que son pas entre chacun des arbres ne sera peut-être pas aussi régulier. De temps en temps, il va être obligé de choisir celui-là plutôt que celui-là. Puis là, il va en avoir deux rapprochés, deux plus loin, mais c'est gérable. Pour celui qui aimerait sortir des petits bois. Modèle agricole, là, on est en plantation à espacement définitif. On plante, puis c'est fini pour le reste du temps. Puis on peut garder du 8, 10, 12 mètres, mais toujours ici au minimum 40 sur le... Donc, on voit un peuplier de 5 ans, là, je le montre parce que c'est évident qu'il y a un effet rapide. Effet rapide sur la litière, effet rapide sur le vent, effet rapide sur la réduction de la température. Par rapport au chêne rouge ici, qui a 5 ans, puis même j'ai grossi la photo, là, j'aurais pu... Oui, on voit encore nos rigoles. Puis le sylvopastoralisme, il s'en fait très peu ici, là. On n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. Moi, j'ai visité des sites européens où il y en avait, puis de toutes sortes, des choses qui étaient belles, des choses qui n'étaient pas très belles. Mais avec ce qu'on a regardé dans la littérature, ben, on a proposé 3 modèles. Évidemment, ça, c'est un modèle, c'est des haies comme ça, qui se protègent assez bien, hein, parce que vous comprenez que l'enjeu, il y a un enjeu de protection des arbres. Là. Les vaches, eux autres, là. Moi, j'ai déjà vu une vache là, avancer sur un petit peuplier comme ça, là. Puis elle avance dessus comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, ben, elle peut manger le feuillage. Fait que c'est capable. Donc là, il y a moyen de clôturer électrique parce qu'il y a un lien partout. Ça, c'est possible. La littérature nous montre quand même qu'il y a il y a des effets sur la productivité du laitière, par exemple, d'atténuer la température pour des animaux qui sortent au champ, là, parce que ce n'est pas toujours le cas. Même d'activités de reproduction. J'ai lu une étude sur le fait que la mise à bas était accrue ou accélérée, je ne me souviens plus, là, mais il y avait un effet positif sur la reproduction. Le fourrage aussi, parce que les fourrages, quand on baisse un peu la lumière, le niveau de protéines augmente. C'est très fréquent, ça. Un peu moins de lumière, plus de protéines. La neige qui peut préserver les plantes fourragères pendant l'hiver parce qu'elle va être un peu plus accumulée. Puis ça peut être une source de fourrage. C'est pour ceux qui ont participé au colloque il y a 2 semaines. Il y avait quelqu'un qui parlait de ça. Et en Europe, enfin, il y aurait moyen, si on était en gros déficit, de prendre des feuilles et d'en donner aux animaux. Puis oui. Non, mais je ne suis pas spécialiste de ça, là, mais Marie-Ève pourra nous en parler, toi. Hein? Non. Deuxième modèle où c'est des arbres individualisés, mais là, il faut voir qu'il faut les protéger. Je n'ai pas illustré ça, mais il faut les protéger individuellement, probablement par des protections physiques hyper costaudes, métalliques. Il y a le groupe aux États-Unis qui s'appelle Savannah. Si vous tapez Savannah aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de publications autour de l'agroforesterie, dont le sylvopastoralisme et les méthodes de protection des arbres. Savannah. Troisième modèle, des îlots. Hein? On fait des îlots. Il y en a un comme ça sur la côte de Beaupré qui élève justement du canard, qui a des îlots comme ça. Là aussi, il faut protéger les îlots quand même. Au départ, puis à un moment donné, on peut les laisser. Bon, on va rentrer dans le choix des espèces. Le choix des espèces. Là, je vous fais de la théorie vite, mais pourquoi de la diversité? C'est toujours difficile à prouver, ça, cette question de diversité. Mais en 1994, ça fait longtemps, quelqu'un a pris des plantes, des mollusques, des insectes, des parasites, des niveaux trophiques différents. Il les a mis dans des microcosmes, dans des températures contrôlées, humidité contrôlée. Puis il a mesuré toutes sortes d'éléments liés à la productivité, respiration, décomposition, rétention et nutrition. Fait qu'il y avait des systèmes avec plus d'espèces puis moins d'espèces. Puis oui, les systèmes avec plus d'espèces avaient plus de productivité, mais la productivité n'augmente pas de manière linéaire ou consistante avec le nombre d'espèces. Il s'agissait surtout de diversifier les attributs fonctionnels des espèces. Ça veut dire que 2 espèces, des fois, peuvent avoir 2 noms d'espèces différents, mais peuvent être assez apparentés en termes de fonction. Puis ça, même dans l'évolution, il y a des caractères qui ont pu apparaître à un moment donné, puis même si le genre ou l'espèce apparaît beaucoup plus tard,
il y a des caractères qui sont redondants au fil du temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est deux genres différents ou deux espèces différentes, qu'on est si différents dans notre manière de fonctionner. Mais ça reste une bonne mesure de faire varier les espèces. Mais là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé sur des groupes fonctionnels avec les arbres, justement. Profitons-en. Ils ont regardé des caractères, puis vous allez me dire, ouais, mais chaque caractère. Le caractère, c'est un caractère, c'est sûr, mais il est relié à un paquet d'autres fonctions chez l'espèce. La densité du bois, par exemple, c'est relié à sa vitesse de croissance, sa tolérance à l'ombre, même à sa résistance aux maladies, insectes. Puis là, il y en a comme ça, 4 autres caractères pour lesquels c'est des caractéristiques qui sont mesurables. Puis ça rend compte de la stratégie d'allocation des ressources, c'est-à-dire que les éléments nutritifs, le carbone que l'arbre prend, il le met où? Il le met dans ses défenses, il le met dans son bois, il le met dans sa valeur nutritive de feuilles, il le met dans sa capacité photosynthétique, puis ils le font tout un peu de manière différente. Ce qui fait que ça, si on peut différencier ça sur un système, là, on accroît la diversité. Donc, il y a des groupes, on ne les verra pas un à un, là, mais il y a des groupes, les groupes 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5. Pour l'instant, on en est là au Québec, puis ces groupes-là, en fait, l'association d'une espèce à un groupe est disponible. Puis si vous procurez l'excellent guide d'aménagement, vous allez l'avoir. Parce que, mais je vais vous le montrer tantôt. Donc, on revient au choix des espèces. Hein. Évidemment, il faut que ça colle à l'écologie des lieux. Il faut que peut-être la valeur des bois ait de l'intérêt, peut-être que ça produit du fruit, peut-être que vous avez des préférences personnelles, mais il faut que vous vous assuriez d'avoir de la diversité puis que vous osiez des mélanges. Il existe des outils pour cette écologie des espèces. Là, moi, je vous présente Patrick Lupien qui a fait des grilles pour le noyer noir, chêne rouge, plusieurs espèces, où est-ce qu'elles sont bonnes à planter. Il y a Hydro-Québec qui a un bon livre pour nous inspirer aussi. Puis il y a le super guide ici, qui lui, quand je retourne l'image comme ça, ben, vous allez voir que on va parler de la zone de rusticité de l'espèce, de son groupe fonctionnel, de sa tolérance à la sécheresse, à la saturation en eau, tolérance à la compaction, au sel de déclassage, la zone de classe de texturale de sol dans laquelle il est bien, le pH, des choses classiques, là, mais qu'on a regroupées là, en plus de quelques commentaires sur ça, insectes maladies, puis quelques remarques. Mais le message que je dirais, là, c'est qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de l'adéquation entre les arbres puis le sol dans lequel on va aborder quand on est dans des systèmes agricoles, parce que souvent, les croissances ont été optimisées de toute façon. À moins d'être devant des conditions extrêmes, très, très sèches ou très, très lourdes, les champs agricoles, veut pas, ils sont en général optimisés. Il y a des problèmes qui peuvent être rencontrés ponctuellement, mais il ne faut pas s'inquiéter trop avec ça parce qu'on ne peut pas faire des si grosses erreurs. Si vous prenez par exemple le chêne rouge, puis qu'on dit le chêne rouge, là, ça pousse dans les milieux secs. Faux. Et le chêne rouge il est au sommet du Mont-Saint-Grégoire, il est au sommet du Mont-Saint-Bruno. Il est là parce que les autres ne peuvent pas être là. Lui, il est bon là-dedans. Mais si tu le descends en bas, là, puis tu enlèves les voisins, là, il va être extraordinaire. Il est moins compétitif là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les conditions. Et les conditions mésiques, tout le monde aime ça. Tout le monde. Donc, il y en a qui tolèrent des affaires plus extrêmes, mais ils vont être moins bons que s'ils étaient dans le mésique. Ils vont mettre un peuplier dans le mésique qui... Tu vas le mettre dans du hydrique. Il va être là, mais ça va être plus difficile si on est dans des situations extrêmes. Je donne par exemple une plantation qu'on a faite chez Leblanc. Chêne rouge ici, là, négativement associé au pH. Érable à sucre, négativement associé au pH. Noyer cendré, négativement associé au pH. Là, on avait des pH de 7,4. Là, on est en haut. Donc là, il y a beaucoup de calcium. Puis il y a beaucoup de magnésium aussi. Ce qui fait que, non, il y a beaucoup de calcium. Trop de calcium. Et ça fait qu'il n'y a plus de site pour. Il y a plus. C'est-à-dire que ça devient
c'est un compétiteur, le calcium, au magnésium. Donc, quand on consomme beaucoup, quand il y a une grande disponibilité de calcium, c'est le cation qui rentre le plus, puis il y a des déficiences en magnésium qui s'expriment. Ça, c'est vrai chez les chênes surtout. J'ai été surpris que le chêne à gros fruits ne révèle pas ça, mais tant mieux. Ça nous donne une espèce probablement qui a ça. Puis pour l'eau, évidemment, les extrêmes de pH, puis les extrêmes d'eau. Mais l'eau, c'est plus compliqué parce que c'est à la fois la texture du sol, c'est à la fois la position dans la pente, c'est à la fois compaction, pas compaction. Mais bon, l'eau, chêne rouge, trop d'eau, non. C'est trop d'eau. Puis même le frêne blanc, trop d'eau, non. Alors que le frêne rouge a dit oui, ça c'est bon pour moi, c'est positif. Donc, voyez-vous, moi, je dis les extrêmes. Soyons prudents avec les extrêmes. Quand on est en situation de musique, ben, c'est le party, on peut faire plusieurs choses. Puis là, ben, je fais vite un petit show d'images de ce qui est utilisé. Hein. L'épinette, elle est très utilisée. Je dis les mélèzes parce qu'il y avait le mélèze hybride qui était disponible, qui l'est à peu près plus, je pense. Il reste donc le mélèze laricin. C'est le fun, il est moins dense, il est intéressant avec des feuillus. Il permet d'étendre la neige. Évidemment, il n'y a pas d'aiguille l'hiver. Les pins, il faut faire attention, c'est des gros sujets. Les branches peuvent être assez longuement étendues aussi, mais il y en a qui les intègrent. Épinette blanche, Colorado, Norvège. On voit que la Norvège, dans ce cas-ci, elle veut s'assécher. Donc, oui, elle est très, très exposée, puis en situation moins bonne en eau pourrait. Puis ça, les conifères, on peut se poser des questions avec les changements climatiques, avec les périodes sèches qui vont arriver plus fréquemment. Je ne sais pas comment même l'épinette blanche va réagir, mais elle est encore beaucoup utilisée. Les chênes, ben, le chêne rouge, hein, puis les chênes blancs, le groupe des chênes blancs, bicolores, gros fruits blancs, ça nous donne un bel agencement. Dans ce cas-ci, c'est vrai que si on est un petit peu plus sec, on peut aller un peu plus là. Puis si on est plus lourd et humide, on s'en va plus là, dans les extrêmes. Puis les chênes, là, écoutez, c'est réputé dans le monde que c'est le groupe qui est reconnu parmi les plus favorables à la biodiversité. Il y a énormément d'organismes qui vivent autour de ça. Il y a des galles sur les feuilles avec des diptères, des hyménoptères. Il y a des chenilles qui nourrissent des oiseaux. Il y a des noix qui nourrissent beaucoup d'animaux. Ils ont des feuilles difficiles à bouffer, mais qui amènent, quand on les amène au sol, toutes sortes d'autres organismes qui sont en mesure de faire le travail, des champignons. Bref, ce sont pas mal les kings de. Puis les sols, d'aborder différents sols parce que je disais surtout qu'on a deux groupes, là, chêne blanc. Mais on a le chêne des marais qui pousse dans le sud de l'Ontario, qui est de plus en plus utilisé en ville, qui, moi, je pense, mériterait d'être en agroforesterie. Il y a une rectitude là, incroyable. Alors que les autres, il faut souvent aller faire de la taille. Chêne noir, chêne écarlate, c'est des chênes qui sont à notre frontière américaine. Là. Éventuellement, pourraient être introduits vu les changements climatiques. Les érables, tension dans l'érable argenté, hein, c'est une architecture cassante, encore un arbre de grande dimension. L'érable rouge, plusieurs possibilités. Pas toujours des grands succès d'établissement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la qualité des plants. Ça prend des plants peut-être un peu plus costauds. L'érable à sucre, on l'aime tous, mais il est déjà bien présent dans notre environnement. Moi, je l'aime, là, mais comme il y en a beaucoup, on en a beaucoup au Québec, je ferais d'autres choses. Les bouleaux, pas de bouleau jaune. Bouleau jaune en champ fait beaucoup de branches. Es-tu d'accord? Pas de bouleau jaune. Le blanc, oui. Le gris, ben, non, hein? Non, le gris, il est petit. Mais quand on cherche des arbres à faible largeur de cime, puis s'ils étaient bien accompagnés, mais c'est quand même, quand il y a de la neige, du verglas, là, ça s'écrase beaucoup. Le bouleau noir, c'est une espèce américaine. Il y a une rusticité plus limite, 5-6. Mais on en a au jardin botanique qui sont magnifiques, puis il est beaucoup plus résistant à la grille du bouleau. Puis il est meilleur dans les situations plus humides. Bouleau noir. Bouleau noir. Fruits, floraison d'intérêt, cerisier, micocoulier, tilleul. Hein, vous les connaissez. En tout cas, micocoulier, pas tant utilisé, plus en milieu urbain. Cerisier tardif, ça nous donne des fruits. Tilleul, pousse rapide. Taille difficile. Rapide mais difficile parce que c'est un
C'est un sympodial, mais on va y revenir. On va y revenir. Noyer noir, attention, il est gélif au jeune âge, ce qui fait qu'il gèle, il ne meurt pas, mais les bourgeons gèlent. Là, il fait des fourches. Donc, au jeune âge, quand il est bas, parce qu'on dirait que les nappes d'air froid sont basses. Plus il grossit, plus les bois sont gros, moins il fait ça. Carré ovale, il faudrait le faire plus, en faire plus, mais moi, j'ai toujours trouvé que l'établissement était difficile. Donc, gros plan qu'on m'a conseillé, grosses racines. Les ormes, on oublie les ormes parce que c'est fini, hein, l'orme d'Amérique, mais des gens travaillent sur des ormes américains résistants, puis on n'aime pas le mot résistant parce qu'il ne faut pas être résistant, paraît-il, il faut être tolérant. Quand on est résistant, l'organisme veut rentrer, il ne rentre pas, puis à un moment donné, ça force à ce qu'il mute, puis là, il rentre. Tandis que s'il rentre, puis qu'on le compartimente, on appelle ça être tolérant. On le reçoit, il vit sur nous, mais il ne nous tue pas. Il se reproduit, puis c'est encore lui qui domine. Ça favorise moins la mutation. C'est vrai chez les peupliers, ça. Oui, ben, on a de plus en plus hybridé des ormes qui ont des shapes, qui ont des formes qui ressemblent à notre orme d'Amérique, qui sont présents en ville. Vous verrez, arrêtez-vous, des fois, vous allez voir un arbre en ville, là, vous allez voir l'étiquette, ça va être écrit accolade dessus, par exemple. Là. Ça, c'est. Vous allez voir, vous allez dire, hey, il ressemble vraiment à un orme, mais c'est des hybrides. Moi, je pense que ça vaut la peine. On voit qu'il y en a qui ont été testés, là. L'accolade est ici, lui, n'est pas terrible. Le Princeton est encore correct dans la moyenne, là. Donc, possible d'utiliser des ordres. Des chicots du Canada, le févier d'Amérique, ça serait possible. C'est des légumineuses. Malheureusement, ces deux-là ne fixent pas l'azote. Lui, oui. Mais lui, il est hyper envahissant. Le févier ne fixe pas l'azote? Non. Non. Il y a comme 3 grandes familles, sous-familles dans les légumineuses. Puis, sa fixation d'azote est minuscule. Minuscule. Oui, ça m'a surpris, moi aussi. Ça fait pas tout à fait 5-6 ans que je sais ça. Là. Je croyais que toutes les légumineuses se fixaient, mais non, pas efficace. Ça, oui, mais trop envahissant. Ici. Puis, c'est tous des arbres difficiles à tailler parce ils sont pas monopodiales comme ça. Là. Ils ont toujours un bourgeon latéral qui prend le relais. Fait qu'ils s'en vont toujours de même. Puis là, à un moment donné, tu te dis, c'est une fourche, c'est pas une fourche. C'est difficile. Des fois, il faut les laisser aller pour attendre un peu. Mais ça, vous verrez en ville, là, des fois, c'est... Fait qu'il reste-tu des options si on veut des arbres fixateurs d'azote, long rugueux? Ben, il est petit. C'est pas un arbre. Ben oui, mais... Non, il n'y a pas vraiment d'option. Non. Moi, j'ai fait venir l'aune glutineux d'Europe. Puis, il y en a au Québec qui poussent. Il me semble être aussi un peu envahissant. Puis moi, j'ai eu de la maladie dedans. Mais le lieu où j'ai eu de la maladie est entouré de fossés qui ont des aulnes rugueux échappés de culture qui sont sains. Puis c'est un arbre très droit. C'est un bois qui est utilisable aussi. Moi, je pousserais encore. J'ai peut-être reçu des aulnes rugueux malades. Mais oui, c'est notre seule option pour l'instant en fixateur d'azote. Robinier, j'en ai fait du robinier. Puis je pense que c'est récemment que le ministère de l'Environnement l'a mis sur une liste des espèces envahissantes. Es-tu d'accord? Oui, c'est ça. Puis j'ai fait des essais. Il n'est pas dangereux pour entrer en forêt tellement parce qu'il n'est pas très tolérant à l'ombre. Mais dans les champs, puis sur les fossés, mais so what? Je veux dire, sur les fossés, on a des arbres, on est content. Mais on n'aime pas les rabat-giguères, c'est vrai. Lui, c'est un fixateur d'azote, des belles floraisons. Le miel qui est produit de ça est recherché. En Hongrie, la Hongrie, ça c'est un arbre américain, hein? Mais les Hongrois ont brûlé leur forêt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis quand ils ont fini par dire on va la reconstruire, ils l'ont reconstruit avec énormément de robiniers. Puis aujourd'hui, tu peux acheter de la graine de robinier de Hongrie qui est sélectionnée pour des arbres plus droits parce que justement, c'est tout croche. J'en ai fait venir de Hongrie par la France, là, mais donc c'est pour la petite histoire du robinier. Le platane, on a découvert 3 platanes dans le sud du Québec, sur la frontière américaine, je ne vous dis pas où. Puis ça veut dire qu'on pourrait ouvrir un peu puis planter du platane.
Platane occidental. Le platane n'est pas zone 5. Ben, c'est ça. Comme tantôt, 5-6. Il faut le faire dans le sud. Puis pour ces espèces-là, comme lui, comme le tulipier, peut-être le copalme, là, on prend encore un peu plus de risques que lui. Lui, il y en a beaucoup maintenant. Là. Dans les villes, il y en a beaucoup. Mais aussi, attention, fait que en petite quantité. Puis dans les zones protégées. Les peupliers, même si on ne les aime pas, regardez si c'est beau ça. Ça, c'est un chêne bicolore, gainé de 2 beaux peupliers qui l'ont forcé à monter quand il est en feuille l'été. Puis on va récolter ça, puis il va être là droit comme un chêne. Bon, là, j'ai plus le temps. Nicolas Tanguay a fait un bon document sur les fiches sur des arbustes. Puis c'est moins mon domaine, les arbustes. Mais si vous voulez voir des arbustes en champ, vous avez des sureaux, vous avez de l'aronie, vous avez du physocarpe, de la mélanchier, de la viorne, cerisier, cornouiller, saule. Ça, vous lisez, hein, comme moi. Puis, vous allez trouver son document sur Agri-Réseau avec fiche des arbustes utilisés. Ah oui, j'ai pas fini, Caroline, demain. Je parle trop. Protection des arbres, hein, mais là, on est dans le comment faire. Protection des arbres. Il faut les protéger. Mais oui, il faut les protéger. Hein? Ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut les protéger. Ça, c'est pas trop un gros problème. Ça, c'est un gros problème. Pour la forme des arbres, pour le coût, mais on n'a pas le choix. Est-ce qu'on laisse de la végétation sur le rang? Est-ce qu'on n'en laisse pas? Est-ce qu'on ensemence? Est-ce qu'on fauche? Combien de fois on fauche? Ça reste encore pas mal de questions. Il ne faut pas que l'enherbement soit excessif, c'est clair, parce que ça enterre les jeunes arbres, surtout au jeune âge. Il faut probablement faucher le plus souvent, minimalement. Mais il y a une évolution de cette végétation-là au fil du temps qui devient, je pense, de moins en moins problématique comme mauvaise herbe pour l'agriculteur. On limite la compétition, c'est essentiel. C'est faux du paillis. Les paillis organiques, ça se peut, mais attention, ici, ça refroidit un peu le sol. C'est bon pour garder l'eau, cependant, ça retarde un peu le débourrement. Ça, c'est nettement trop petit. On oublie ça. Faut tailler. Il faut tailler pour toutes sortes de raisons. On ne fera pas un cours de taille ici aujourd'hui, mais il faut tailler. Puis ça coûte de l'argent faire tailler. Puis on souhaite que le programme Prime Vert entretienne. Parce que ça peut coûter l'entretien, et puis ça, écoutez, sur 10-15 ans, ça peut coûter ça. Avec en désherbant, en remplaçant des arbres morts, en faisant des tailles. C'est très approximatif. Ça dépend des salaires, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça peut coûter ça. Alors, on se demande si Prime Vert, qui appuie l'établissement, il a retiré en 2018 ses appuis à l'entretien. Nous, on a écrit une lettre au CRAAC avec des appuis de plusieurs gens, dont Naturaction Québec, pour que ça revienne. Puis si vous voulez calculer combien ça coûte implanter, bien, si vous allez là, vous avez un calculateur ici très bon qui vient d'être mettre à jour. Oh, salut, je ne t'ai pas reconnu tantôt, mais là, je te reconnais. Oui. Donc, est-ce que ça marche bien à Montérégie? Oui. On a un étudiant qui s'est promené sur 78 haies il y a 2 ans, puis on a regardé les taux de survie des arbres. Pas toutes, là, mais en général, ça va très bien. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des quercus, parce que rubra, ça allait bien, mais il y a des espèces qu'il n'a pas pu identifier. C'est peut-être du pédonculé. Donc oui, puis on avait des croissances pour la plupart des espèces, là, les plus fréquentes, là, continues. Tu sais, il n'y a pas de... Non. Tout le monde est en croissance. On a des choses jusqu'à 30 ans. Là. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça semble être bon. Puis vous irez voir ces vidéos-là. En fait, allez voir le CETAB vidéo. Là. Ils ont des très beaux vidéos maintenant qui ont fait sur les haies que j'ai visionnées. Pas très long, là, que j'ai visionné entre 2 périodes de hockey. Donc, bon, je termine avec ça. Là. Il y a des nouvelles pratiques, évidemment. Il y a des cultures sous couvert végétal. Il y a du travail réduit du sol. On diversifie les productions. On essaie d'avoir une utilisation raisonnée des pesticides. Puis, on a l'agroforesterie. Évidemment, pour tout ça, on a encore des incertitudes. Je ne vous vends pas une solution miracle. De toute façon, on en a des incertitudes dans toutes les autres pratiques un peu alternatives
qui sont apparus. Je veux dire, est-ce que effectivement le travail réduit du sol, c'est bon tout le temps? Est-ce que les cultures sous couverture végétale, c'est bon tout le temps? On a des doutes. Puis de la manière dont on fait actuellement l'agriculture, on a des doutes aussi. C'est ce qu'on disait ce midi. Donc, oui, l'agroforesterie, il y a encore des doutes qu'elle va rendre tout. Est-ce qu'on va être capable d'augmenter le rendement parce que les agriculteurs nous demandent ça. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais la dernière fois, on m'a dit si tu m'augmentes mes rendements, je vais en prendre des arbres. Écoute, on est rendu à 9, 10, 11 tonnes hectares de maïs, alors qu'on était à 3, 4 il y a je ne sais pas combien d'années. On n'a pas arrêté d'être capable de monter le rendement. Pas sûr là, qu'on n'est pas rendu au plafond, puis que là, il faut comme atténuer les impacts négatifs, que j'ose dire, entre guillemets. Et donc, la promesse n'est pas là, mais la promesse est assez certaine sur la biodiversité, sur la qualité du paysage, sur le carbone qu'on séquestre. Maintenant, on travaille fort pour essayer que tout soit le plus acceptable possible d'adopter des arbres. Je disais dans une conférence que j'ai donnée il y a déjà une dizaine d'années, je recommandais qu'on reconnaisse le potentiel de l'agroforesterie, qu'on intègre le terme dans les politiques gouvernementales, en agriculture, en forêt, en environnement, en aménagement du territoire. Bien là, je pense qu'on l'a, en tout cas au MAPAC, en termes de reconnaissance, parce que là, le mot existe, il existe dans les programmes, ils vont vers ça, et même au ministère des Forêts, MRNF. En Montérégie, en tout cas, l'entente sectorielle est financée en grande partie par ça. Et on a eu des sous pour faire le guide, on a eu des sous pour faire des recherches. Donc, c'est bon. Merci à mes collègues, merci à ceux qui nous financent, puis merci de votre attention. Puis vous n'oubliez pas ça, c'est très bon. Merci de votre patience.